Je pense que le déclic pour beaucoup de personnes, c'est, tu vois, c'est un peu le premier salaire. Souvent, c'est là que les gens commencent à dire, OK, je commence à avoir, je sais pas, j'ai 200 € par mois, qu'est-ce que j'en fais? Mais je pense que ça devrait commencer avant. Mais avant ça, t'as pas vraiment de déclic. Quand t'as tes premiers jobs d'été, potentiellement, tu vas pas claquer toute la thune de ton job d'été et potentiellement, tu pourrais investir cet argent-là. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gros Mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, la promesse de l'épisode, c'est de résoudre le problème des retraites en France. Je veux pas moins que ça. Voilà, Yoann, voilà, t'as vu, bim, direct, dans les cordes. Non, je rigole, Yoann, ça me fait super plaisir de te recevoir. Comme je te le disais en off, quand j'ai imaginé le podcast, tu faisais partie de mes invités cibles, comme Alex Dana en faisait partie, comme il y a Nicolas Chéron aussi qui en faisait partie. Donc tu vois, tu faisais partie de mes. Quand j'imaginais le podcast, je rêvais de ce moment-là. Donc merci d'avoir accepté. Ça a été ultra fluide. Alors j'ai un peu procrastiné à t'inviter. J'avais une petite hantise, alors que t'es le mec qui a l'air d'être le plus sympa de l'histoire. Donc, tu vois, comme quoi, on se met des freins. Merci beaucoup, Yoann, d'être là aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité, c'est très cool. Trop bien. Est-ce que pour ceux qui sont un peu moins fans que moi, je ne suis de toi, est-ce que tu peux te présenter voilà, nous dire un petit peu ce que tu fais? Ouais, alors du coup, Johan, 35 ans, je suis né à Marseille, j'ai grandi dans le Var, j'ai fait fac d'éco relativement classique, donc c'est là qu'est née un peu cette passion pour l'économie, les finances perso, tout ça. Et mais j'ai atterri quand même dans l'univers des startups rapidement, donc chez WeThings à Paris, où je suis resté 3 ans. Ensuite, j'ai fait le Wagon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un bootcamp, enfin une formation, on va dire, pour apprendre les rudiments du développement web. Mon but n'était pas de devenir dev, mais plus d'avoir une nouvelle corde à mon arc. Et ensuite, bah du coup, je suis arrivé chez Comet, ouais, c'est ça, en 2017. Et je suis resté 4 ans. Donc, une autre startup qui venait de naître, beaucoup plus petite que WeThings quand j'avais rejoint, du coup. Comet, c'est une sorte de SN, c'est ça? C'est un petit peu ça l'idée? Ouais, en gros, c'est alors, si on avait dit ça à l'époque, on t'aurait tapé dessus. Non, mais l'idée, c'était, en effet, c'est les concurrents l'idée, c'était un peu de réinventer l'univers des ESN, en effet. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment de matcher des freelances avec des freelances tech, donc des ingénieurs, des développeurs, etc., des data scientists, avec des grands groupes pour justement aller concurrencer, oui, les Capgemini, les Altran, etc., les gros, quoi. Donc voilà, là, je suis resté 4 ans là-bas. Et ensuite, ben, un peu par hasard, ben, j'ai lancé Snowball, qui était donc une newsletter qui, au début, était vraiment un side project sur cette première passion des finances perso. Et donc, du coup, je suis resté sur ce projet depuis. Donc, c'était en 2020. Donc, c'est passé d'un side project à un main project, mon projet principal, quoi. Et donc là, l'objectif, c'est juste pour résumer rapidement Snowball, c'est à la fois de construire un média pour un peu démocratiser, dédramatiser, rendre l'univers de l'argent un peu plus fun et moins lourd, on va dire. Et à côté de ça, bah, c'est de développer des outils aussi pour aider les gens à se lancer. Donc ça peut passer par du conseil, mais demain, ça pourra être bah, des produits où tu pourras directement investir ton argent, par exemple. Donc voilà, c'est un peu, voilà, j'ai essayé de résumer de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, mais C'est très clair. Et du coup, avant de parler de Snowball, tu faisais quoi dans ce monde de la startup du coup? Tu faisais pas de dev? Enfin, t'as fait le wagon, mais est-ce qu'il y a eu un rapport? Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, c'est une équipe derrière pour le produire, c'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. non, moi j'ai fait alors du coup après la fac d'éco, je suis allé en product management, en stage de product management chez WeThings du coup pendant 6 mois. Et en fait à la fin ils n'avaient pas forcément de poste, mais ils m'ont dit voilà,
un poste en marketing, j'adorais la boîte et donc je me dis bah ok, je, je vais rester en marketing, j'en avais jamais fait, donc j'ai appris un peu sur le tas et donc je suis resté en marketing depuis bah, jusqu'à chez Comet quoi en gros. Donc chez Comet j'étais directeur marketing, chez WeThink j'étais je me souviens même plus du poste, mais du coup je Ok, faisais un peu un tout, un peu marketeur. comme ça. Ouais Alors, voilà c'est ça. et ce background-là, ça t'a aidé à lancer Snowball parce que Snowball, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on mettra tous les liens évidemment pour s'inscrire, etc. Tu l'as lancé, moi, de l'extérieur en tant que lecteur. J'ai l'impression que tu as utilisé des outils. Moi, je suis dev aussi de formation, donc j'ai Ouais, tendance aussi à complexifier. Mais toi, pas du tout. Tu as pris un Substack, tu as ouais. push sur LinkedIn, tu as fait les choses simples et ultra. Enfin, c'est très simple et c'est ultra efficace. Et du coup, un apprentissage particulier par rapport à ton background en startup, parce que là, du coup, t'as fait, c'est low-tech en fait. T'as vraiment utilisé des trucs très simples à mettre en place. Ouais, alors je sais pas d'où si ça vient forcément de l'univers startup parce que bah du coup tu vois chez WeThings quand même tu vois c'était des produits qui étaient longs à lancer, c'était encore plus long que du software. Enfin ceux qui connaissent pas WeThings, c'est des objets connectés donc qui nécessitent parfois plusieurs années de développement. Donc on est loin du low code, no code, etc. On est plutôt sur l'extrême opposé. Et chez Comet, ouais, j'ai un peu plus appris ce côté lancer des projets rapidement, tester avec ouais, des fichiers Excel, des Google Sheets plutôt que d'aller se développer des produits. Donc ouais, en effet, je pense que chez Comet, j'ai beaucoup plus appris ça. Et en plus de ça, j'adorais, tu vois, lancer des petits projets. Avant d'aller chez Comet, j'avais lancé un petit projet avec une amie. On voulait matcher une fois par mois une personne au hasard dans le monde, tu vois, par mail. Et pareil, on n'avait pas lancé un vrai produit, mais on le faisait un peu à la mano. Donc ouais, j'ai toujours aimé tester les trucs rapidement. Donc je pense que ouais, ça vient de là. Et puis en fait, quand tu es tout seul et que t'as pas les capacités, aujourd'hui on a tellement d'outils à notre disposition que Ouais, mais justement, l'outil, moi, je trouve que tout est beaucoup plus simple en ce moment. On peut réaliser plein de trucs, mais on se complexifie parce que justement, on a plus de barrières techniques et donc, du coup, on peut se complexifier avec plein de trucs. Toi, t'es resté ultra simple et j'ai découvert en préparant l'épisode que potentiellement, ta newsletter, c'était un peu pas le MVP, mais c'était déjà un premier pas vers un produit que tu aimerais créer après. On en parlera peut-être plus tard sur la partie où on parlera de tes prochaines échéances et ta vision. Mais du coup, je kiffe. Et pourquoi tu as décidé du coup de lancer ça sous forme de newsletter? Ici, on a reçu plein d'infopreneurs qui parlent d'argent avec les codes de communication et de marketing qui vont avec. Toi, tu as décidé de la newsletter. On te voit dans des podcasts, mais tu parles très peu de ton patrimoine à toi. T'es pas dans les, voilà, tu documentes, mais tu n'es pas, tu n'étales pas ta façon de vivre, enfin, ton éducation financière et ce que tu en fais en fait. Donc, ce choix de partir sur la newsletter, ça s'est fait comment? bah, le choix, ouais, c'était plus alors ouais, il y avait deux trucs. C'était un, je suis plus à l'aise à l'écrit, donc c'était plus facile pour moi, tu vois. Il y a des gens, ils sont plus audio, d'autres, ils sont plus vidéo, certains tous les formats. Et donc du coup, moi, c'était ça. Et en plus, vu qu'il y avait un aspect très comment dire, pédagogique, ouais, c'est plutôt ça. Bah, je trouvais que l'écrit s'y prêtait plus. Alors, je sais qu'il y a des gens, ils préfèrent la vidéo pour apprendre, etc. Mais je trouvais que sur du contenu un peu long, etc., le texte, tu vois, tu peux scanner beaucoup plus rapidement, tu peux aller d'un endroit à l'autre, revenir, alors que la vidéo, c'est très d'un point 0 à un point 1, quoi. Et donc, je préférais, voilà, ce format pour aider les gens à apprendre des choses. Et en plus, ça demande beaucoup moins on parlait tout à l'heure d'efforts pour lancer. T'as pas de post-prod, t'as pas de montage, t'as pas la distribution, bah, c'est assez simple, c'est par mail, quoi. Et la difficulté, c'est de créer ta liste de mails, c'est tout. Donc c'était beaucoup plus rapide à lancer. Donc ouais, c'était un mix de tout ça. Substack venait de se lancer, donc c'était une solution gratuite en fait pour lancer ta newsletter, alors qu'avant ça, t'avais des Mailchimp, etc., qui étaient très bien, mais qui pouvaient vite monter en prix selon le nombre d'abonnés. Donc voilà, en fait, tout faisait que c'était le bon canal, quoi. Trop bien. Est-ce que tu penses que tu as eu une clientèle, enfin de moins une clientèle et des lecteurs, hein, d'ailleurs, c'est peut-être pas le même avatar, les lecteurs et les clients, Ouais. mais est-ce que tu penses que de par ce format écrit, tu as, un avatar de lecteur qui est différent peut-être de certains de tes confrères qui utilisent d'autres canaux? Ah oui, c'est sûr, ouais, clairement, bah déjà, en plus, moi, quand j'ai lancé Snowball, tu vois, ce que tu disais, c'était surtout LinkedIn au début qui a ramené les premiers abonnés.
donc qui étaient des personnes de la tech, parce que forcément j'avais déjà mon réseau là-dessus. Et en effet, si tu vas sur du format plus court, je sais pas, sur Insta, sur des Reels, etc., ou sur du YouTube, bah, tu as forcément une audience qui est un peu différente. Alors forcément, c'est des cercles concentriques qui se retrouvent, mais qui sont quand même assez distinctes. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, l'idée, c'est d'aller essayer vu que l'objectif, c'est vraiment de toucher un grand nombre de personnes, bah, c'est d'aller sur d'autres canaux et d'autres formats pour toucher d'autres personnes, quoi. Par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais LinkedIn est très masculin comme réseau. Insta est beaucoup plus féminin. Donc du coup, et vu que moi, mon rêve, ce serait d'avoir une parité, tu vois, sachant que l'argent, en général, ça reste un truc de mec, mais du coup, j'ai envie de sortir. Tu précèdes une de mes questions, mais on va creuser Désolé. Non, non, très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire, j'étais pas trop loin du. Et donc ouais, du coup, je disais ça parce que voilà, Insta est beaucoup plus féminin. Donc en fait, si tu veux toucher un public plus féminin, bah, il vaut mieux aller sur Insta. Donc ouais, en fait, chaque réseau, chaque canal, on va dire presque, a vraiment un persona particulier. Ouais, ses propres codes et évidemment le public qui va avec, carrément. Et, Ouais. et donc, du coup, dans ta newsletter, tu traites plein de sujets sur l'éducation financière. Comment tu fais ta curation de contenu? Comment tu te formes toi? Parce que pour pouvoir transmettre, vulgariser, j'imagine que tu t'es pas expert de tous les sujets, donc il y a un moment où tu dois engranger de l'info, quoi. Ouais, bah, c'est beaucoup de newsletters aussi, du coup, c'est devenu un peu mon canal de consommation de contenu principal. Euh, donc beaucoup de newsletters. Essentiellement, ouais, la majorité quand même, c'est quand même, il y a beaucoup plus de contenu anglo-saxon sur ces sujets-là euh, que de contenu francophone, même s'il y en a de plus en plus, c'est cool, tu vois, il y a vraiment de plus en plus de newsletters sur des sujets spécifiques, tu vois, l'immobilier, ou etc., qui ont vu le jour là depuis que j'ai lancé Snowball, donc c'est trop bien. Et il y en avait des historiques aussi qui étaient là avant Snowball, tu vois, tu parlais de Nicolas Chéron, qui est là depuis quand même longtemps, enfin, l'épargnant 3.0, tu as des blogs qui sont très bien aussi en France, hein. Mais donc, ouais, c'est essentiellement ça, mon canal d'apprentissage, ouais, plein de newsletters, je sais pas, je dois en avoir une cinquantaine, soixantaine, alors à la fois des trucs très institutionnels, tu vois, du Bloomberg, Financial Times, etc., plutôt pour les news, même si des fois ils ont des articles de fond, et plein de newsletters indépendantes sur des sujets particuliers, macro, micro, immobilier, etc. Comment tu t'organises pour justement, donc au niveau des sources d'infos, je comprends, mais est-ce que tu as un process pour justement apprendre vite un thème et pouvoir le vulgariser rapidement, comme j'imagine que chez Comet, alors toi tu n'étais pas consultant chez Comet, tu faisais partie de la core team, mais tu dois, quand on place un consultant dans une boîte, il a sa première obligation, c'est de vite comprendre les enjeux. Enfin, il comprend les enjeux parce que très souvent, il va de mission en mission, elles se ressemblent, mais il l'implémente pas dans la même boîte. Donc du coup, il doit vite comprendre la boîte, les enjeux, etc. Il doit donc un bon consultant, c'est souvent celui qui apprend vite et surtout qui apprend les choses essentielles, le 20-80 quoi. Toi justement, comment tu t'organises par rapport à ça? Bah, ça dépend, en vrai, tu vois, je pense que tu as un effet accumulation avec le temps. Plus tu traînes dans une industrie et plus ça connecte vite pour apprendre des choses, tu vois. C'est comme tu disais, un ingénieur, il y a des choses qui se répètent d'une boîte à l'autre et donc en fait tu vas beaucoup plus vite. Et là c'est pareil. Enfin, une fois que tu connais les bases et fondations de cet univers de l'investissement, des finances perso, ben en fait, enfin, tu connectes vite comment ça fonctionne après sur des nouveaux produits ou autres. Mais après, sur des sujets, tu vois, où je suis pas du tout spécialiste, ça m'est arrivé d'écrire une newsletter, tu vois, où j'apprenais en même temps, en fait. C'est un peu comme quand tu fais un mémoire à la fac, ou je sais pas, où tu vas faire des recherches, et en fait, c'est juste comment dire, d'agréger des infos un peu de plein d'endroits, d'essayer de les simplifier et de régurgiter tout ça de façon beaucoup plus bah, digeste, quoi. Une sorte de learn in public, comme il y aurait les build in public au niveau des produits Ouais, peut-être. ouais. C'est exactement ça, et je pense que c'est même plus, en général, tu vois, quand tu es débutant sur un sujet, t'as quand même plus de facilité à le simplifier qu'un expert qui va, tu vois, du coup, utiliser parfois beaucoup de jargon ou qui ne va pas se rendre compte que la personne en face, elle s'y connaît moins que lui. Et donc, je pense que ouais, quand tu es débutant, tu as cet avantage-là. Et je le vois même, tu vois, moi, avec le temps, où je- parfois quand j'écris, tu vois, je vois que je le perds un peu, ce côté où en fait, il y a 3 ans, bah, je m'y connaissais moins et du coup, j'étais plus pédagogue. Et du coup, là, j'essaye de me forcer à chaque fois à dire, ok, non,
les gens, ils savent pas forcément ce que c'est du DCA, du coup, tu le réexpliques à chaque fois et ainsi de suite. Donc, ouais, c'est un peu du learning in public, c'est le bon mot, ouais. Du coup, il y a eu en plus de la façon dont tu communiques, ta façon d'être, il y a eu également un momentum aussi, puisque t'as lancé pré-Covid ou pendant le Covid il y a Ouais. eu, il y a eu ce momentum-là. Euh, ce lancement, il était lié à tu avais plus de temps, tu étais sur un changement de carrière. Quel était le trigger, toi, pour lancer en fait Snowball? Ouais, alors, ouais, il y avait 2 trucs, enfin même 3. En gros, en décembre 2019, donc du coup, j'avais discuté avec Charles, qui était un des cofondateurs de Comet, et j'avais dit que en fait, je voulais passer freelance et pour avoir, tu vois, 2 jours par semaine à bosser sur d'autres projets. Donc ça, j'avais déjà lancé un peu la machine, commencé à m'éloigner un peu de Comet pour bosser sur des projets, mais je savais pas sur quel projet. Et donc ensuite, en janvier, chaque année, je m'amuse à sortir un petit rapport sur tout ce que j'ai fait dans l'année, que j'appelle le YOLO Report. Et pour la première fois, j'avais mis cette partie sur les finances perso et où, tu vois, je partageais où est-ce que j'ai une assurance vie, dans quoi j'ai investi, enfin voilà, tout ça en transparence. Et donc, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, même des gens que je connaissais pas, tu vois, sur LinkedIn, qui me disaient, ah, trop bien, j'ai vu que tu avais un truc chez Intel, j'aimerais bien en savoir plus. Et donc là, je me suis dit, ah, bah, il y a un truc sûrement sur ce côté finance perso, c'est un sujet qui me passionne, l'économie, tout ça, et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas lancer une newsletter sur ce sujet-là, sachant qu'avant, j'avais lancé en septembre, je crois, ou en octobre 2019, j'avais lancé une autre newsletter sur Substack, où là, l'idée, c'était d'aller, comment dire, explorer les backstage, les coulisses des startups, parce que du coup, chez Comet, on était très transparent, tu vois, on partageait nos outils, nos méthodes et tout ça. Et je me suis dit, ah, mais en fait, ça serait cool si on pouvait aller voir un peu tout ce que font les boîtes, les Spendesk, etc. Et du coup, j'avais lancé cette newsletter qui commençait à bien marcher, en fait. Et, euh, et en fait, quand j'ai lancé, comme tu dis, Snowball, donc j'avais 2 newsletters en parallèle, mais du coup, Snowball avait profité de ce momentum Covid, etc. Et elle a grandi plus vite. Et en plus, c'était un sujet qui, je savais qu'il allait me passionner plus sur du long terme parce que bon, j'adore la partie business, etc., méthode de travail et tout, mais bon, voilà, j'aurais pas pu m'y consacrer. Donc voilà, Snowball ça a été à la fois un hasard et pas vraiment un hasard, tu vois, c'est une opportunité, on va dire. Euh, ouais, ça s'est passé comme ça. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il y a eu le sujet que tu traites, du coup, il y a eu énormément de, il y a eu, enfin là, on dirait, l'économie de manière générale, la finance aussi, c'est plus belle la vie en fait depuis 2 ans. Tous les jours, il se passe un truc. Il y a eu des rebondissements de fou aussi. Et donc du coup, toi, t'as surfé aussi là-dessus ou t'es resté vraiment sur des enseignements basiques? T'as traité de l'actu ou t'as traité vraiment des basiques pour apprendre? Il y a les deux, je pense, parce que du coup, la partie, en fait, Snowball, ouais, il y a une partie gratuite, une partie payante. La partie gratuite, elle est très pédagogique, quoi, tu vois, ok, c'est quoi une SCPI, pourquoi c'est intéressant, ou comment tu te lances dans l'immobilier, ou comment tu commences à investir dans les cryptos, vraiment des sujets qui sont un peu éternels, tu vois, evergreen, comme on dit en marketing. Et alors que la newsletter premium, celle que j'envoie tous les dimanches soirs, elle peut avoir des aspects liés à l'actualité. Tu vois, là, je sais pas, la semaine dernière, j'ai parlé du lancement voilà, que Coinbase lance un nouveau projet qui s'appelle Base. Et donc, du coup, j'ai essayé de décrypter un peu ça. Donc, je fais un peu les deux. Et donc, forcément, mais même si ça a été très effervescent depuis 2020, comme tu dis, enfin, c'est un univers qui est toujours effervescent. En vrai, il se passe toujours des choses, il y a toujours des nouveaux projets, il y a toujours des nouveaux scandales, des nouvelles opportunités. C'est tellement gigantesque. Et en plus, maintenant, depuis quelques années, il y a vraiment un peu ce côté technologie qui rencontre l'univers de l'économie, de la finance, alors dans les cryptos, mais aussi en dehors, tu vois. Ouais, l'intelligence artificielle en ce moment qui est en train de boomer partout, les investissements en startup. Bon, bref, il y a de quoi faire et ça va pas s'arrêter, quoi. Et, hors Covid, ça va continuer, je pense. Donc, ouais. Est-ce que tu as un feedback de la part des gens qui te lisent sur
passage à l'action sur le traitement réellement de leurs finances perso, la prise en main. Tout à l'heure, je faisais une blague sur la retraite. On va pas parler de ce sujet-là, mais en gros, ça, ce que tu enseignes et ce que tu écris pourrait être une des solutions à traiter cette problématique de retraite, etc. Mais voilà. Mais est-ce que tu vois un passage à l'action de la part des gens qui te lisent et ils commencent par quoi s'ils passent à l'action? Bah, c'est une bonne question, c'est dur à quantifier, mais par contre, j'ai eu énormément de retours de personnes, tu vois, par mail, retour de mail qui me dit, enfin, c'est cool, grâce à toi, bah, j'ai fait mes premiers investissements, alors que ce soit une assurance vie basique ou des gens qui se sont lancés par les cryptos, par exemple, tu vois, des gens qui sont plus jeunes, qui peuvent du coup s'intéresser un peu plus à ces sujets-là. En fait, peu importe par où ils ont commencé, il y en a certains, tu vois, sur les Lego, j'avais fait une newsletter sur l'investissement dans les Lego, donc il y a plein de façons d'y rentrer, mais je pense que la grande majorité, bah, vu que j'essaye de matraquer, que une des façons les plus simples de se lancer, bah, c'est tout une assurance vie basique, et voilà, tu commences avec ça et tu sais que voilà, t'as pas beaucoup de risques entre guillemets, même si tout investissement comporte des risques, mais on n'est pas sur les cryptos ou sur des trucs comme ça. Et un truc sur un truc peu plus simple. Mais ouais, les gens sont souvent les retours que j'ai eus, et en fait, c'est un problème pour Snowball aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus envie d'aller vers un truc produit et pour guider un peu plus les gens, c'est qu'ils sont perdus dans cet océan d'informations où il y a des trucs dans tous les sens, tu vois. Ok, tu peux ouvrir une assurance vie, mais tu peux aussi ouvrir un PEA, et en fait, le PEA, tu peux l'ouvrir dans 25 banques différentes ou dans une fintech. Les SCPI, bah, il y en a des centaines. Enfin, voilà, tu vois, t'as vraiment un truc, tu sais pas où aller. Et donc, ouais, les gens sont souvent perdus à cause de ça. Et c'est là où je pense que c'est pour ça que moi, mon approche, c'est souvent, tu vois, j'essaye de prendre un peu mon exemple personnel et leur dire, bah, voilà, moi j'ai fait comme ça, comme ça. Ça veut pas dire que tu dois faire pareil, mais au moins tu vois un peu ce que j'ai fait et peut-être que, ok, ça peut fonctionner avec moi, ça non. Et du coup, tu essayes de piocher un peu des trucs dans tout ça. Mais c'est pas évident de le faire à l'échelle, tu vois. On est tous différents, on a tous une approche du risque, enfin, un ressenti du risque qui est différent, on n'a pas les mêmes patrimoines, on n'a pas les mêmes situations familiales, donc tu peux Ouais, bien sûr. Les pas mêmes être échéances également. ouais, les mêmes échéances, c'est ça. Quelqu'un qui a 50 ans, bah, il va pas investir comme quelqu'un qui a 18 ans. Donc voilà, ça c'est la limite du format newsletter, c'est que bah, tu peux pas conseiller comme ça des millions de personnes, donc tu peux les éduquer, leur montrer ce qui est possible, comment ils peuvent faire pour calculer leurs risques et tout, mais certaines personnes, si t'as pas un minimum d'intérêt ou un gros déclic, genre ah ouais putain, ça fait 20 ans que j'ai pas investi, voilà l'histoire des retraites, tu vois, ça peut être un truc, ça me fait peur, je sais pas si j'en aurai, on s'en fout si oui ou non. L'idée c'est de minimiser le risque. Et donc là, ouais, il faut avoir une vraie volonté et y consacrer un peu d'énergie, en tout cas au début. Et tout le monde n'est pas comme ça. Certains ont besoin d'être un peu accompagnés. C'est pour ça que voilà, le métier de conseiller financier est quand même important selon moi. Mais, euh, mais ouais, donc le passage à l'action est jamais évident. Justement, il y a trois grandes façons d'apprendre l'éducation financière, soit par des, euh, des influenceurs ou des vulgarisateurs comme toi. Il y a l'école, tu me diras ce que tu en penses de l'éducation financière à l'école, et il y a tout ce qui est CGP, conseiller financier, etc. Et moi, j'ai un sujet avec ça, ça me concerne que moi, c'est pas une vérité, mais c'est qu'en fait, un CGP, dans une partie des CGP, va être rémunéré sur les choix, sur les décisions que je vais prendre. Et donc, vu que c'est lui qui m'informe, il va être rémunéré réellement sur la façon dont il n'y a pas un alignement d'intérêt qui est forcément évident. Comment tu vois le point? Donc, CGP, conseiller en gestion de patrimoine, ça marche aussi pour la banque privée, etc., etc. Ouais. Bah ouais, c'est un sujet, c'est un sujet pas évident hein, parce que je pense qu'il est. Alors oui, en effet, si un conseiller est incentivé, comment tu dis ça en français? Ouais, s'il a un intérêt. S'il a l'intérêt de te pousser plus un tel produit, un produit A qui lui rapporte plus d'argent que le produit B, en effet, tu peux voir un problème. Et ça, c'est assez particulier à la France, ce système de rétrocommission. Il y a beaucoup de pays, aux États-Unis, c'est des honoraires en fait, comme un avocat, tu vois, tu payes au temps passé et pas au produit que tu vends. Donc t'as pas ces rétrocommissions, ce qui est plus logique, mais d'un point de vue utilisateur, investisseur,
c'est toujours bien quand tu as l'impression que c'est gratuit, tu vois? C'est comme Facebook, tu as l'impression que c'est gratuit, mais en fait, c'est pas gratuit. Voilà, tes données sont vendues, et cetera. Donc, je pense que là, c'est plus un problème du côté de l'un des investisseurs. En tout cas, le modèle, hein, pas après. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien la rétrocommission? Bah, je pense qu'il y a des CGP qui vont pas utiliser ça, même si le produit A, il est moins bien pour eux que le produit B. Bah, et si le produit A correspond mieux pour l'investisseur, bah, ils vont lui proposer le produit A, tu vois. On espère que c'est la majorité des cas, que les mecs Bah sont oui. bienveillants et enfin voilà, et bien intentionnés comme ça. Ouais, bien On sûr, ouais. espère. Ouais, en plus, c'est pas dans leur intérêt de proposer des produits. Alors oui, on espère aussi, tu vois, c'est pas dans leur intérêt parce que si ça marche pas pour une personne, bah, le bouche à oreille va faire que ça fonctionne pas et ainsi de suite, tu vois. Mais bon, je pense que je pense que le modèle n'est pas forcément le meilleur, ce modèle de rétrocommission. Mais en tout cas, c'est le modèle actuel, donc ouais, pas évident moi, dans tous les cas, je préférerais un modèle plutôt en mode honoraire, etc. Mais en plus, le problème, c'est le problème d'accessibilité aussi, tu vois. Et c'est pareil avec les rétrocommissions, en vrai, tu vas me dire. Mais tu vois, si t'as pas si t'as un petit patrimoine, peu d'argent à investir, pourquoi tu irais payer, je sais pas moi, 100 € de l'heure un mec pour t'aider à investir et tu vas pas forcément y aller. Et pareil, si t'as que 1000 ou 2000 €, peut-être que le CGP, il va pas vouloir te prendre comme client. Donc en gros, ouais, t'as le même problème dans les deux cas, quoi. Je suis assez partisan de l'efficience des choses, c'est-à-dire que si jamais ce système de rétrocommission il n'existe pas et que les gens ne peuvent pas se payer des honoraires, il y aura un truc qui va se créer au milieu, tu vois. Je Ouais, pense. ouais, bah oui. Non, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est un peu là où j'ai envie d'aller aussi avec Snowball. C'est comment pas réinventes, parce que bon, c'est un peu prétentieux, mais comment tu dépoussières un peu cet univers du conseil et tu le rends plus accessible. Euh, Tu vois, là, on avait fait un test en décembre sur on avait pris 5 CGP avec qui on avait bossé, qui étaient dans la communauté, qui avaient des valeurs alignées avec Snowball et tout ça. Et en fait, le but, c'était de se dire, OK, est-ce qu'on peut donner enfin, ouais, donner du conseil financier, tu vois, sur WhatsApp à des gens en échange d'un petit abonnement par mois, tu vois, on avait fait un test avec différents pricing, mais c'était autour de 10 €, quoi, tu vois. Donc ça restait accessible. Et ça a super bien marché, tu vois. Les gens étaient contents de pouvoir avoir cet accès beaucoup plus simple que d'aller dans un bureau dans le 8e à Paris ou je ne sais où avec du marbre et tout qui fait un peu peur. Ouais, je caricature, hein, Non, mais t'as raison. tous les CGP sont pas comme ça, mais en gros, ouais, t'avais moins ce côté. Je dois me déplacer, dépenser encore plus d'énergie, du coup, je vais pas le faire. Donc là, tu vois, c'était hyper accessible. Et là, dans le futur, bah, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut, là, c'était juste un test. Mais encore une fois, tu vois, on avait fait avec, voilà, sur WhatsApp, avec des outils qu'on avait connectés, des Typeform, etc. Donc, on était resté dans le cadre réglementaire. C'était vraiment encadré par l'AMF, parce que moi, du coup, enfin, Snowball a le statut de CIF, de conseiller en investissement financier. Donc, on voulait tester si le modèle pouvait être lancé comme ça à distance, et ça a super bien marché. Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut le diffuser à l'échelle, quoi. Et ouais, ça serait presque du coaching financier en fait au final, tu sais, dans le langage, tu sais, c'est du conseil, mais également du coaching. Parce que j'imagine qu'il y a une grosse part de passage à l'action, parce que si tu vas voir ton CGP, tu as déjà fait une grosse partie du boulot en fait, dans le cadre de ton éducation. Tu as déjà fait l'effort de comprendre, l'effort d'assimiler le fait que tu en avais besoin, et après, bon, les choix que tu vas prendre, ils seront conseillés par un pro, mais il y a presque une notion de coaching un peu dans ce que tu dis, j'ai l'impression. Ouais, non, clairement, oui. Souvent, les gens, en plus, même s'ils ont un plan, ils ont besoin d'être rassurés, tu vois, aussi, de se dire, OK, bah, ou alors j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me pousser, tu vois, un peu comme quand, je sais pas, moi, tu vas aller courir un marathon, bah, tu sais quel entraînement tu dois faire, mais tu as parfois besoin de quelqu'un qui va derrière toi pour te dire, allez, moi, tu vas aller courir là, il faut mieux manger, il faut manger ça, etc. Et ouais, qui te guide, quoi. Donc, en effet, tu as un peu ce côté, c'est à la fois enfin, tu as une partie conseil, et tu as une grosse partie coaching, et tu as une partie, beaucoup d'humain aussi, et de psychologie, parce que du coup, il y a aussi tout cet aspect-là parfois à débloquer, tu vois, et donc qui est pas évident. Ouais. Hyper intéressant. Et du coup, un business comme le tien, en 2023, où rien n'est très glorieux, 2022-2023, où t'as des guerres, t'as des trucs, t'as de l'inflation, t'as les taux qui augmentent, t'as plein de trucs relous comme ça de manière macro. Est-ce Ouais. que du coup, ça pousse les gens à se former, à se documenter? Est-ce que tu ressens un impact, toi, sur ton business et sur ton, ouais, sur tes performances
les performances de snowball? Ouais, bah, c'est marrant parce que ça devrait être le contraire, mais en gros, quand les marchés étaient euphoriques, bah, du coup, tu voyais les abonnements, en tout cas premium, qui du coup augmentaient bien, et dès que tu vois ça a commencé à chuter, à stagner, bah du coup ça fait peur, et du coup les gens se disent bon, c'est peut-être pas le bon moment pour investir, et du coup en fait ça stagne, tu vois là depuis juin 2022, quoi, en gros, ouais, depuis 6 mois, on va dire. Euh, et c'est marrant parce que je regardais un peu les visites sur le site, et j'avais comparé avec la courbe du S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines, et ça suivait vraiment, tu vois, quand ça monte, bah, les visites montaient, quand ça rechutait, ça a chuté, quand il y a eu la guerre en Ukraine, bah, ça a chuté aussi, et je voyais les visites qui chutaient, donc c'est très corrélé avec les marchés. Donc c'est assez marrant ça. Et ce qui du coup c'est un peu embêtant, enfin, pas pour moi, pas vraiment, enfin, c'est pas grave quoi. Mais tu te dis que c'est oui, c'est dans les périodes un peu comme ça de turbulence ou de marché qui chute que tu devrais un peu plus te former, etc. Mais qui est, en tout cas moi que j'ai pas forcément vu. Alors d'un point de vue macro, je sais pas exactement, mais donc c'est moi plus à ma petite échelle quoi. Euh, mais ouais, donc un petit impact, ouais. Très bien. Bah, il faut se former même quand ça va pas fort. C'est le moment de le faire. Mm. Et de prendre des décisions sur le FOMO quand le truc est en train de péter, c'est pas à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, tout à l'heure, on abordait le thème de l'école. Dans éducation financière, il y a éducation. Euh, Qu'est-ce que aujourd'hui ça se passe comment on se forme comment donc toi tu as fait de l'éco mais ça c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'en économie tu as appris t'as appris des choses macro, tu as appris des choses également sur l'éducation financière? Est-ce que avant ça tu as rencontré des écoles qui formaient ou qui au moins qui au moins faisaient découvrir l'importance de l'éducation financière? Alors, ouais, non, bah, moi en tout cas à l'école, non, à part, et même à la fac, tu vois, c'était très, comme tu dis, c'était très macro, c'était très théorique, quoi. C'était vraiment, ouais, de l'économie, ouais, c'est quoi l'offre et la demande, comment ça fonctionne, les taux de change, les théories de population, enfin, ouais, très, très macro. Donc c'est pas ça qui m'a appris comment dire, cet univers de l'investissement personnel, des finances personnelles, mais en tout cas ça m'a éveillé à ok, l'économie c'est intéressant, et en fait quand tu descends un peu plus, bah il y a plein de sujets qui sont hyper intéressants d'un point de vue individu. Donc en tout cas ça m'a aidé, mais comme tu dis, enfin, c'est pas du tout le cas de tout le monde de faire la fac d'éco ou une école de commerce ou autre. Et avant ça, bah, il y a rien, quoi. En gros, au lycée, bon, il y a des initiatives, hein. J'ai déjà vu passer je sais plus si c'était la MF ou qui faisait des essais, enfin ouais, des petits essais dans certains lycées pour commencer à essayer d'enseigner un peu les bases de l'investissement. Donc ça, c'est cool, ça. Mais bon, c'est pas encore, c'est loin d'être généralisé. Euh, et après, ouais, c'est la question, c'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est au lycée, les ados sont prêts à entendre ce genre de choses? Est-ce que ce sera pas comme finalement l'éducation civique, et en fait, personne s'en souvient de ces cours d'éducation civique, tu vois, moi, enfin, je m'en souviens pas du tout. Est-ce que ça finira pas comme ça? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de l'enseigner un peu plus fun, ou en dehors de l'école même? Je sais pas. Tu vois, il y a plein de solutions possibles. J'ai pas forcément de réponse, mais même ça, c'est un truc que j'aimerais bien développer avec Snowball, tu vois, de se dire, dans cette volonté de toucher un peu différentes populations, c'est de se dire, ok, comment tu vas essayer de toucher les encore plus jeunes. Et c'est pour ça que moi, tu vois, dès le début avec Snowball sur la partie payante, je l'ai dit que c'était gratuit pour les étudiants, parce que voilà, moi j'aurais trop aimé avoir un sujet comme ça, enfin une newsletter comme ça. Et donc je me suis dit, voilà, enfin, faisons-le gratuit pour les étudiants. Quand ils seront peut-être adultes, peut-être qu'ils paieront, tant mieux. Et sinon, au moins je les aurais aidés sur ça. Mais potentiellement, ouais, il y a peut-être des trucs à faire entre créer des programmes avec les universités, tu vois, et distribuer du contenu, que ce soit Snowball ou d'autres créateurs de contenu, faire des formations, etc. Comme, je sais pas, tu vois, je dis n'importe quoi, mais Apple et Microsoft, ils ont des programmes ambassadeurs à la fac pour diffuser leurs produits, tu vois. Bah, tu pourrais demain avoir un programme ambassadeur Snowball, je sais pas, où tu as des étudiants comme ça qui sont là pour aller essayer de diffuser ça. Donc ouais, bref, tu as plein de façons, je pense, de voir ce sujet-là pour essayer le rendre accessible et faire en sorte que les jeunes s'intéressent. Mais, euh, mais c'est pas évident, ouais.
Tu vois, ma meuf, tous les soirs, elle joue à un truc qui s'appelle Hay Day, tu vois, c'est un jeu horrible où en fait tu dois nourrir tes cochons, ça te fait du bacon, enfin voilà, tu vois, une sorte de Age of Empire, mais sur iPhone, quoi, mais à part que c'est des cochons et des chèvres. Et il y a pas ça en éducation financière, je connais pas un jeu qui pourrait, je sais pas, faire un jour égale un mois, et tous les jours, en fait, tu prends des décisions sur ton patrimoine, et du coup, tu vois le truc évoluer, etc. Ça serait, je pense, gamifier le truc, ce serait vraiment bien. Un peu comme une plateforme de trading où tu joues, enfin, où t'es en mode démo, t'es pas avec du vrai argent. Je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, mais sur justement de la constitution de patrimoine. Ouais, bah c'est vrai, c'est pas évident de rendre ça. Je pense que le problème c'est de rendre ça fun et c'est pas évident, tu vois, le côté ferme, etc. C'est très simple comme le gameplay est simple. Mais si tu veux enseigner Bah, le seul truc qu'on a, c'est le Monopoly, c'est le truc le plus fun qu'on ait, si tu veux, et puis c'est un peu relou quand même, tu vois. Donc, tu fais un Monopoly, tu sais que voilà, t'as ta soirée qui est finie, quoi. Donc, c'est un peu, voilà, c'est pas très accessible, tu vois. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que si on pétait, enfin, si on parlait plus d'argent plus tôt, on pèterait des croyances, des peurs. On a reçu Christian Junot sur le podcast, et du coup, il parlait justement de toute la relation à l'argent. Et avant d'avoir des stratégies, des techniques, des compréhensions, etc., si déjà on démystifie le concept d'argent, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Ouais, carrément, ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, souvent, c'est très lié à ce que tes parents pensent, tu vois. Si tes parents sont hyper frileux, bah, forcément, soit tu vas faire un peu en mode l'opposé, euh, et donc du coup, ça va, c'est cool. Mais souvent, tu vas juste reproduire en fait les schémas de tes parents, qui ont eux-mêmes reproduit les schémas des grands-parents, et on sait que voilà, c'est l'époque où tu faisais ta carrière, toute ta carrière dans la même boîte et que ta retraite, elle était assurée et t'étais bien, quoi. Ben, en fait, les gens se souciaient pas de ce côté investir. C'est pour ça que je pense que la culture française est assez éloignée de la culture anglaise, de la culture de pays un peu nordiques où tu dois aussi investir ton argent pour ta retraite ou des Américains. Parce que nous, notre système, il était très bien comme ça et bon, il tient plus ou moins bien aujourd'hui. On voit que c'est compliqué, quoi, mais Est-ce que justement, la France, au niveau de l'éducation financière, est un pays vraiment différent? Ou est-ce que c'est plus latin, c'est plus européen? Comment tu vois notre différence par rapport au reste du monde? bah, aux États-Unis, c'est quand même plus répandu depuis plus longtemps parce que bah, du coup, c'est un pays quand même qui est déjà beaucoup plus financiarisé. Tu vois, les cartes de crédit et tout. Enfin, ils ont des trucs qui n'existent même pas chez nous. Ce côté, le score de crédit, tu vois, qui te permet d'obtenir des prêts immobiliers ou pas. Donc, en fait, le pays est par défaut beaucoup plus complexe et du coup, ça nécessitait beaucoup plus d'éducation pour les gens de comprendre comment ça fonctionne, comment tu investis. Ils n'ont pas ce système de retraite par répartition comme nous. Bon, bref, voilà, un pays beaucoup plus compliqué, donc avec beaucoup plus d'éducation. Donc ça, c'était à peu près normal. Et comme je te disais, nous, dans les années 60, 70, 80, on n'avait pas de problème, on n'avait même pas besoin vraiment d'investir, tu vois. C'était la retraite et elle était cool, quoi. Donc forcément, bah, il y a un décalage entre des pays comme les États-Unis et la France, mais je pense qu'on se ils sont pas aussi bons que ce qu'on croit sur l'éducation financière, tu vois. On dit toujours, ouais, c'est incroyable là-bas, mais il y a des dizaines, voire des centaines de millions d'Américains qui savent pas comment on investit, hein. C'est pas 0 en France et 1 aux US. On est quand même bien entre les deux. Et à la France, on n'est pas à 0 non plus, tu vois. Donc, je pense qu'il faut pas complètement les opposer, mais on peut s'inspirer, tu vois, bah, c'est ce qui est en train d'arriver, tu vois, il y a de plus en plus d'influenceurs sains, tu vois, pas les influenceurs qui vont te vendre du rêve et tout ça, mais des influenceurs qui vont justement t'aider à mettre un premier pied dans cet univers. Donc ça, c'est cool. Et donc ouais, j'ai l'impression que ça converge, tu vois, petit à petit, la France, les pays anglo-saxons, etc., où on a de plus en plus d'éducation financière faite par des gens qui ne sont pas de l'éducation nationale. Et donc ouais, c'est une convergence, ouais. Et qui dit éducation financière, enfin dit économie, finance et France, très souvent tu rajoutes ça dans le brainstorming, dans le champ sémantique, tu vois, immobilier, tu vois, si tu fais Ouais, et donc ça c'est très français. Et moi je rigole à chaque fois parce que quand je fais un sondage sur les sujets qui vont être abordés dans le podcast, tu peux être sûr, et pourtant c'est pas mon boulot, que ouais, je vais avoir une réponse sur deux qui va parler, qui vont me dire
traite l'immobilier. Pourtant, on a tout fait, hein. On a fait immeuble de rapport, promotion, SCPI, on a tout fait. À chaque fois, l'immobilier, ça passionne les gens. Donc, toi aussi, c'est un vrai sujet pour toi, j'imagine, dans ta newsletter. Ouais, bah ouais, carrément. Bah, c'est vrai que l'immobilier, ouais, il est un peu à part, je pense, dans cet univers de l'investissement parce qu'il a ce côté bah, très concret, quoi. Tu le vois. En plus, c'est de ce côté aussi un peu loisir, tu vois. Tout le monde aime bien regarder des baraques sur le bon coin, se dire ah ouais, j'aimerais bien redécorer ça. Qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je rajouterais une pièce. Donc, t'as vraiment ce côté ouais, c'est intéressant, tu peux le modeler un peu comme tu veux. T'as le côté un peu Monopoly aussi, comme tu dis, c'est cool de dire, bah, en fait, voilà, ce petit immeuble-là, il est à moi, et ce côté, je crée mon petit empire immobilier, alors que tu l'as beaucoup moins avec des actions ou des trucs que tu touches pas concrètement, quoi. Donc, ouais, l'immobilier, bah, ouais, et je pense que c'est un peu tous les pays, hein, même aux US, tu vois, les gens, ils adorent l'immobilier, enfin, partout, tu vois, je pense que c'est universel, bah, c'est normal, hein, c'est un truc dans lequel on vit et tout. On passe 90% de notre temps, c'est à l'intérieur. Donc, ouais, enfin, je suis pas étonné que ce soit un truc qui déchaîne les passions comme ça et qui est hyper important. Et c'est pour ça que moi, tu vois, là, je pense dans quelques semaines, mois, je vais même lancer une newsletter dédiée à l'immobilier parce que tellement de gens qui s'y intéressent, et il y en a, ils s'intéressent qu'à ça, quoi, tu vois. Genre, ils veulent pas entendre parler des actions et tout ça, c'est l'immobilier, quoi. Donc ouais, c'est un vrai sujet et c'est un sujet passionnant parce que tu as plein de nouveaux modèles en plus là qui sont en train de voir le jour, l'immobilier fractionné, la tokenisation de l'immobilier, transformer des maisons en NFT. Bon bref, tu as plein de nouveaux sujets. Donc ouais, même là, ça reste même si c'est très tradi comme univers, c'est en train de se réinventer sur plein d'endroits différents, quoi. Et avec des taux d'intérêt, imaginons le pire, un truc impossible à 10%, est-ce que les gens ils aimeraient autant l'immobilier? Parce que l'intérêt de l'immobilier, c'est aussi quand même Ouais. c'est l'endettement. Ouais, non, c'est sûr. Bah après, tu vois, quand je réfléchis un peu, je me souviens, mes parents, quand j'étais petit, je crois qu'ils avaient fait un prêt à 8%, un truc comme ça. Donc après, c'est toute chose égale par ailleurs. Si on était à 8% aujourd'hui, ce serait trop élevé, évidemment, mais parce que nos parents, enfin, les taux, il faut pas juste calculer, enfin, faire juste, c'était 8% avant, si c'était 8% aujourd'hui, ça irait, ça marche pas comme ça, tu vois. Tu peux pas transposer, mais ça montre que, on a bien survécu et ça restait un vrai levier d'enrichissement à l'époque avec des taux d'intérêt élevés, donc pourquoi pas dans le futur, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est pas forcément problématique cette partie-là, quoi. C'était même plus, je pense que c'était un vrai problème d'avoir des taux d'intérêt si bas pendant si longtemps, tu vois. C'était plus ça le problème, tu vois, enfin, d'un point de vue économique, c'était un peu une sorte d'aberration, tu vois, d'avoir des taux même négatifs, ça n'a jamais existé. C'était toujours. Donc, je pense qu'on était plus dans une anomalie que dans la normale, et donc du coup, de revenir vers des taux un peu plus sains comme ça, c'est presque mieux, on va dire. Après, impossible à savoir, tu vois, on peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer, mais le temps nous le dira, quoi. Non, mais en plus, j'imagine que d'avoir des crédits gratuits ou même, enfin, ou quasiment gratuits, ça aide aussi à la hausse du coût de l'immobilier, du sous-jacent. Et donc, en fait, on a, tu vois, par exemple, on a à Bordeaux, moi donc je suis dans la région bordelaise, on a l'immobilier qui a fait que augmenter depuis, voilà, c'était une des villes qui était sous les feux des projecteurs depuis quelques années. Là, ça se Ouais, calme, mais par contre, les salaires, ils sont toujours pareils, quoi. On n'est pas sur, c'est pas parce qu'on y a plus de Parisiens qui viennent habiter à Bordeaux que les ouais, salaires sont devenus parisiens à Bordeaux, hein. Un, c'est clair. un Bordelais moyen, il va gagner 2000 balles, quoi, hein. Donc, Ouais, et pourtant, l'immobilier a pris ouais. énormément de. Donc, je pense qu'en effet, c'est un bel arbitre, en fait, le taux d'intérêt. Alors, moi, ça m'arrange pas parce que j'ai envie de racheter une baraque, là, mais bon, ça, c'est mon problème perso, c'est toujours pareil. Et du coup, toi, est-ce que toute cette théorie de l'investissement, comment dire, euh, ton public, est-ce que c'est un public qui est fortuné quel est son niveau de patrimoine et du moins son niveau de conscience par rapport à ta problématique? C'est quoi sa volonté première en fait au final? C'est un peu ça ma question quand il vient se Hmm. documenter chez toi. Bah, sur la première question, est-ce que c'est des fortunés? Non, pas forcément. Je sais plus
bon, alors ouais, tout est relatif, hein, mais le patrimoine moyen, attends, de mémoire, j'avais fait un petit sondage sur 2000 personnes, je sais plus, il devait y avoir, il devait être soit 100 000 euros, un truc comme ça, le patrimoine moyen, hors immobilier. Donc ouais, ça reste assez élevé par rapport à la moyenne française, peut-être, forcément, parce que c'est, encore une fois, je te disais, tu vois, c'était LinkedIn, etc., donc c'était très métropole, tech, etc., donc c'est normal. Mais on va dire que la première volonté des gens, bah, c'est plus de... Alors, il y en a deux, je pense, c'est soit des débutants qui veulent vraiment se lancer parce qu'ils veulent voilà, reprendre en main un peu tout ça. Soit c'est des gens qui ont déjà investi dans un truc, mais ils veulent se diversifier et enfin, ils voient que moi je parle de plein de trucs un peu différents. Et donc ouais, tu as vraiment un peu ces deux catégories. Soit tu es des très débutants qui savent pas trop par où commencer, soit on va dire des intermédiaires slash experts sur un sujet qui veulent se diversifier sur d'autres. Donc voilà, c'est un peu ça. Et sinon, tu as beaucoup aussi de juste curieux qui ont toujours peur d'investir, qui vont pas forcément le faire, mais qui s'éduquent sur le sujet, tu vois, un peu en mode culture G, parce que j'essaye à chaque fois, tu vois, quand même de mêler ça avec un peu de psychologie, d'économie, mais plus d'économie, comme je te disais au début, comment ça fonctionne, la société, tout ça. Donc ouais, il y a aussi pas mal de curieux. Donc ouais, c'est un peu ça les trois typologies, je pense, d'abonnés. Et t'en parlais tout à l'heure au niveau de la parité homme-femme. Ouais. Euh, du coup, LinkedIn, plus de mecs, tu sous-entendais? Ouais, ouais, ben en gros, oui, en fait, enfin, toute la croissance de Snowball n'est pas venue de LinkedIn, hein, c'est sûr, mais en tout cas, ça a commencé là. Donc forcément, bah, après le bouche à oreille fait que ainsi de suite, quoi. Et donc, bah, forcément, là, il doit y avoir, au dernier sondage, ouais, c'était 80% mecs et 20% femmes. Donc c'est mieux que l'année dernière. Je le fais chaque année, un peu ce sondage. L'année dernière, c'était, je sais plus, 82, 18, un truc comme ça. Donc, j'ai gagné 2%, donc c'est cool. Mais bon, j'ai pas fait d'effort particulier pour aller chercher cette population-là. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai envie de faire et ça passe par. Enfin, il y a plein de façons différentes de le faire. C'est comme je te disais, soit aller sur d'autres types de réseaux où il y a plus de femmes, soit c'est ça aussi c'est une vraie volonté hein, de faire parler plus de femmes aussi à travers le média. Tu vois là aujourd'hui c'est que moi, donc forcément alors évidemment j'essaye d'être, enfin, j'ai toujours été essayé d'être le plus inclusif possible, mais voilà je peux pas changer qui je suis et donc le fait d'avoir des femmes, je pense qu'ils vont parler dans l'univers Snowball, ça va aider aussi d'autres femmes de se projeter, de se dire ok. Ouais, il y a besoin d'incarner le truc, hein, dans tous les cas. Exactement, c'est ça. Ouais. Si Mylène, elle a fait de l'immobilier, je vois si Mylène, c'est une vraie créatrice qui va rejoindre, qui va faire du coup la partie immobilier. Les gens vont se dire, ok, si elle a réussi, bah, moi aussi potentiellement je peux réussir. Tu vois, c'est ce côté-là aussi que j'ai envie de casser, c'est de sortir un peu du côté gourou de l'investissement qui a 150 biens parce que tu as du mal à te projeter avec ça. Tu te dis, OK, j'aimerais bien être comme lui, mais franchement, avant d'en arriver là, tu as le temps. Alors que des personnes un peu comme, tu vois, comme moi, j'ai pas un patrimoine gigantesque. Bah, en fait, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est des gens comme toi et moi, quoi. C'est un peu comme ton pote avec qui tu pourrais discuter et qui fait un peu plus que toi, mais c'est atteignable, quoi. Donc, ouais, je pense que ça passe par pas mal de choses, mais c'est pas évident, ce côté parité, ouais. Et alors justement, donc du coup, tu vas inclure dans tes projets, là, tu le sous-entends, tu vas inclure des nouveaux auteurs, enfin, je sais pas comment on peut dire, ouais, Mhm. ouais, enfin, de nouvelles personnes en tout cas Nouvelle plume. dans la newsletter. Ouais, Qu'est-ce qui va se passer dans le futur aussi pour Snowball? Tu nous parlais là du coaching slash conseil que vous ouais. avez mis en place en mode bêta test. Euh, Mhm. là, voilà, ça va ressembler à quoi Snowball dans les prochaines années et plus tard encore? La vision, c'est quoi? Bah du coup, il y a ouais, la partie média, comme tu dis. L'idée, c'est de développer tout ça et de verticaliser un peu des nouvelles newsletters sur des sujets différents. Donc, la newsletter crypto, la newsletter immo, la newsletter vin. Enfin, voilà, il y en a plein de possibles et de créer une sorte de collectif de newsletters, toujours avec ce modèle d'abonnement gratuit abonnement, mais de le faire grandir, faire une sorte de Bloomberg des finances perso, quoi, on va dire, autour de la newsletter. Ensuite, bah, du coup, ça, c'est la partie plutôt éducation. Ensuite, tu as la partie bah, conseil. Bah, là, c'est de se dire, OK, comment on peut rendre accessible le conseil financier dans un cadre
AMF, tout ça, très réglementé au plus grand nombre. Et le dernier, bah, c'est une fois que tu as conseillé et éduqué, bah, comment tu donnes des outils concrets pour aider les gens à investir. Et donc là, ça peut passer par plein de trucs, hein. Ça peut être, alors c'est un peu le plus loin celui-là de où la vision, enfin la vision est claire, mais le comment il est un peu moins clair. Mais en gros, c'est de se dire que demain, bah, peut-être avec Snowball, bah, tu pourras créer ton portefeuille un peu diversifié, soit l'automatiser, soit pas l'automatiser, à voir, mais c'est un peu de faire ce que j'ai fait là aujourd'hui avec le média, tu vois, c'est de se dire, ok, aujourd'hui on est très généraliste. L'idée c'est que toi tu construises un peu comment dire, le savoir que tu as envie de connaître, tu le fais un peu comme toi, et demain, c'est de dire, ben, en fait, le portefeuille que tu as envie de construire, ben, on t'aide à le construire au même endroit, quoi. Tu vas te dire, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des outils dans tous les sens. Tu peux avoir une assurance vie là, des SCPI là, de l'IMO fractionné, des cryptos, enfin bref, ça devient vite le bordel. Et de se dire comment on peut mettre un peu tout ça au même endroit et de, et vraiment d'avoir ce côté communauté, parce que ça aussi, je pense que beaucoup de fintech, elles ont perdu, enfin, elles ont perdu. Là où les banques ont été très fortes, c'était tu avais le conseiller, tu vois, qui était là, et nos parents, ils l'aimaient bien, ils offraient un petit cadeau à la fin de l'année. Il y avait un côté, un lien assez fort quand même avec le banquier, et ça, on l'a oublié, mais c'était vrai à l'époque, et c'est sûrement vrai aujourd'hui encore dans des plus petites villes où il y a quand même une proximité plus forte avec les agences. Et les fintech, elles ont perdu un peu ce côté humain, tu vois, ça reste très, voilà, c'est très superficiel les contacts que tu as, donc tu as un support, mais bon, c'est pas. Donc c'est de se dire, ok, comment on peut essayer de reconstruire ce côté confiance humain. Et donc je pense que ça peut passer par la communauté, donc le fait d'avoir une communauté solide, ce que j'essaye de construire, mais ça passe aussi par comment l'entreprise qui va t'aider à investir, bah, elle peut créer des liens aussi forts avec cette communauté, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais ça va prendre quelques années, mais en tout cas c'est l'idée, quoi. En tout cas, ça va rendre les choses vachement actionnables pour la personne qui lit et qui aujourd'hui est un peu attentiste aussi peut-être Ouais, ouais. pour des raisons qui la concernent. Mais en tout cas, là du coup, c'est vraiment, ça sera une étape supplémentaire sur Ouais, la prise en main de la thématique en tout cas. yes. C'est top. Et, pour moi, mon starter pack, pardon, sur l'éducation financière, j'aime beaucoup la martingale. J'adore ce que tu fais. J'aime beaucoup ce que fait aussi Mounir de Finari Ouais. et Money Radar aussi. J'aime beaucoup ces contenus-là. Est-ce que tu as d'autres contenus en plus évidemment de ta newsletter? On va expliquer après comment on peut la rejoindre et quelles sont tes conditions aussi. Voilà, t'as le freemium. Donc toi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont complémentaires à ton travail que tu peux recommander ou... Alors attends, je réfléchis. Bah, en vrai, ouais, il y a un livre qui est bien aussi, au-delà du contenu podcast, newsletter, c'est The Psychology of Money. Je sais pas s'il a été traduit, mais c'est Morgan Housel, donc, qui aborde vraiment les finances perso d'un point de vue très psychologique, bah, d'où le titre. Donc vraiment, celui-là, il faut vraiment le lire. Ça peut vraiment aider à casser justement des barrières psychologiques que beaucoup de personnes ont. Donc ça, c'est cool. Ensuite, bah si, il y a ce que fait Guillaume Simonin de Regenize. Moi, je pourrais rajouter le lien, mais c'est très bien ce qu'il fait. Lui, c'est un ancien CGP, justement, et qui veut en fait que tout le monde devienne son propre CGP, tu vois, un peu en mode, donc très orienté autour de la pédagogie aussi. Donc c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et ensuite, si je devais en donner, aller un troisième, je cherche. Qu'est-ce que. Bah, après, pour les anglo-saxons, enfin, pour les anglo-saxons, pour ceux qui parlent bien anglais, ce que fait Finimize est pas mal. C'est une boîte anglaise, donc c'est plus sur des news plutôt orientées marché financier. Il parle un peu de crypto, d'IMO, mais quand même très marché financier. C'est un peu, ouais, une sorte de Bloomberg un peu plus jeune, donc c'est pas mal ce qu'ils font. Finimize. Donc ouais, c'est un peu les trois que je dirais. Et du coup, le meilleur de tout ça, Snowball, comment ça se passe si on veut voilà, ton format, tu publies ta fréquence de publication, peut-être les Ouais. thèmes que tu abordes, voilà, parce que c'est vrai qu'on en a pas spécialement beaucoup. Ouais, bah sur les thèmes, ouais, c'est très généraliste, donc je vais pouvoir parler de trucs traditionnels comme l'immobilier, mais aussi de trucs exotiques comme investir dans le champagne ou les Lego. Donc ça,
c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient pour certaines personnes, mais le but c'est vraiment de, comme je te disais, de donner un peu le choix aux gens de faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc la partie, donc c'est gratuit, c'est 2 éditions par mois, plutôt longues à chaque fois, tu vois, c'est plutôt des, voilà, des trucs très, comme je te disais, très pédagogiques pour aller creuser un sujet ou un concept. Et ensuite, il y a la partie premium, donc là, c'est 6 euros par mois ou 60 par an. Et donc là, tu as un peu plus, tu as une édition hebdomadaire, tu as une partie, un Discord privé pour la communauté, pour discuter les uns avec les autres, sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus experts que moi sur certains sujets. Tous les jours, tu reçois sur WhatsApp un condensé de l'actu finance, éco, crypto, tech, un peu tout cet univers-là. Donc ça, c'est quotidien, donc sur WhatsApp directement. Je l'ai lancé il y a 1 an et demi. Et, euh, et bah, dans le futur, il y aura aussi toutes ces autres nouvelles newsletters qui vont arriver. Mais du coup, ça, je suis en train, voilà, l'offre va évoluer dans les prochaines semaines, je pense. Donc, si vous écoutez ce podcast quelques semaines après qu'il a été publié, il y a moyen que ça ait changé. Dans tous les cas, on va mettre le lien pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. Et à côté de ça, du coup, tu disais que tu allais développer Instagram. Tu as une chaîne YouTube aussi, je crois. Ou j'ai une chaîne YouTube, je sais même plus. Alors, je crois que tu as une chaîne YouTube, mais je crois que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été mise à jour. Ouais, j'ai dû faire 1 ou 2 vidéos au début. Et donc, du coup, si on veut te suivre, à toi plus particulièrement, est-ce que, donc, du coup, Insta, est-ce qu'il y a d'autres. Bah ouais, enfin, moi perso, à titre perso, c'est plutôt LinkedIn où je suis plus actif. Sinon, ouais, il y a le snowball de Insta, le snowball d'Insta, l'Insta de Snowball, où là j'ai recommencé à publier un peu plus. Et sur TikTok, tu vois, je vais essayer aussi de développer les formats courts de vidéos pour justement, bah, comme on disait, toucher une autre audience. Donc ouais, ça va être un peu les 3 gros là, c'est LinkedIn, Insta, TikTok sur les réseaux. Et voilà. Et est-ce que, alors, je vais piquer la phrase à quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup son travail. C'est Mathieu Stéphanie. Ouais. Donc, du coup, toi, qui passes ta journée à bosser sur l'éducation financière, est-ce que tu as une martingale? Est-ce que toi, tu as des affinités particulières avec un thème plus que d'autres à titre perso dans tes investissements? Est-ce que tu en favorises un? Est-ce que j'en favorise un? Bah, fouiller, je suis plus marché financier traditionnel, on va dire, actions, bourse, ETF, enfin voilà, c'est un peu ça. Mais celui que j'aime beaucoup, c'est moi j'aime beaucoup tout ce qui est collection, tu vois, les objets de collection, les trucs comme ça. Là, je commence à m'y mettre un peu plus. Alors ça va je sais pas moi, des sneakers, tu vois, que tu peux potentiellement collectionner, d'éditions limitées, voilà, un artiste que j'aime bien qui fait des éditions limitées. Et du coup, donc là, j'y vais de plus en plus parce que bah, tu as ce côté un peu comme l'immobilier, tu vois, c'est des vrais objets que tu as et que tu peux avoir chez toi, les voir, les toucher, etc. Donc ouais, je vais de plus en plus sur cette partie-là de collection, ouais. Mais bon, après, il va falloir que je change d'appart un jour, parce que je vais être un peu limité en termes de place. Trop bien. Ouais. Et moi, à côté du podcast, je forme des gens qui entreprennent, donc des gens qui vont changer qui sont très souvent qui vont passer du salariat à l'entrepreneuriat, et on Ouais. les aide à faire le go-to-market. Euh, Ces gens-là, moi, j'ai envie de les sensibiliser au plus tôt à l'éducation financière, Mhm. même s'ils sont en train de changer de situation et qui vont pas forcément avoir beaucoup de moyens au départ. Ouais. Voilà, l'idée c'est qu'en 90 jours, ils arrivent à changer de situation et voilà, sans se mettre en danger. Mais est-ce qu'il y a un moment où je dois m'intéresser à l'éducation financière? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que toi tu conseilles? Est-ce qu'il y a un élément dans ma vie qui doit être un élément qui m'oblige à m'intéresser à mon éducation financière? Et s'il y en a un, est-ce que tu peux nous dire lequel? Hmm. Bah, je pense, non, je pense qu'il n'y en a pas un en particulier. Par contre, il y a souvent je pense que le déclic pour beaucoup de personnes, tu vois, c'est un peu le premier salaire, tu vois, quand tu commences à bien, entre guillemets, gagner ta vie, ça dépend des personnes. On n'est pas tous logés à la même enseigne, mais souvent, c'est là que les gens commencent à dire, OK, je commence à avoir, je sais pas, j'ai 200 euros par mois ou ils traînent là sur mon compte, qu'est-ce que j'en fais? Donc, c'est souvent le déclic, c'est souvent le premier boulot. Mais je pense que ça devrait commencer avant, mais avant ça, t'as pas vraiment de déclic, hein, tu vois. Enfin,
quand tu as tes premiers jobs d'été, potentiellement, tu vas pas claquer toute la thune de ton job d'été et potentiellement, tu pourrais investir cet argent-là. Donc, je pense que ça devrait être un truc un peu comme ça en tâche de fond. On n'est pas obligé de lire des newsletters tous les jours sur les finances perso, loin de là, hein, c'est pas le but. Mais par contre, d'avoir un peu toujours en tête ok, essayer d'épargner mon matelas de sécurité, est-ce que je l'ai, tu vois, de toujours vérifier un peu que, voilà, c'est un peu comme si tu es dans un avion en mode croisière, tu vérifies les instruments de temps en temps, quoi, c'est tout, et tu vas pas tout tourner le volant dans tous les sens, le joystick, peu importe. Donc ouais, pour moi, il faut le garder toujours en tête, mais ne pas être obsédé, quoi, c'est un peu comme tout. Donc ouais, le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, ça veut pas dire que c'est trop tard, tu vois. Une personne qui commencerait à 50 ans, bah, c'est pas grave, en fait, on s'en fout. C'est comme si tu me disais, j'ai pas fait de sport de toute ma vie, j'ai 50 ans, ah bah Ouais, non, c'est ça trop sert à tard, rien. j'en ferai pas, quoi. Ouais. Ouais, alors que bah non, évidemment, on fait du sport à 50 ans, c'est trop bien, ça va vachement t'aider. Et c'est pareil pour les finances perso. Donc, faut pas culpabiliser non plus. Parce que souvent, c'est très culpabilisant quand on peut voir certains contenus d'influenceurs, tu vois, si tu avais investi 10 euros par mois, et même moi je le dis pour illustrer, mais j'essaye à chaque fois de dire, bah, c'est pas grave en fait si tu l'as pas fait, on s'en fout, c'est juste, c'est pour illustrer les intérêts composés, l'effet boule de neige et tout ça, quoi. Mais ouais, donc ouais, le plus tôt possible, ou aujourd'hui. Voilà, c'est ça les deux meilleurs moments. On va s'en servir on va garder ça comme conclusion. Yes. Bah écoute, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. L'épisode est passé très vite. J'ai coché à peu près que la moitié des questions que j'avais à te poser. On va en faire un. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, si je veux mes réponses, j'irai consulter ta newsletter. Bon, je le fais déjà, Voilà. mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va mettre tous les liens du coup pour rejoindre, pour suivre ton travail et puis pouvoir te suivre à toi. Ouais. Yoann, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Et merci déjà pour ton boulot qui m'aide beaucoup dans mon quotidien personnel sur mes finances perso et puis pour la façon dont tu le fais qui change un peu de ce qu'on peut trouver sur internet et c'est cool ta façon de faire. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invite aussi. C'était très cool. Bon, ben super. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ça y est, l'épisode est terminé. Si t'es encore là, c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu. Et la meilleure façon de le remercier, de me remercier, c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur YouTube, ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme je te l'ai déjà dit, ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer. N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux, je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.